Bonjour tout le monde, nous sommes à Minsk, fin novembre 2023. Et maintenant, je vais vous montrer où se passe la fête. Que se passe-t-il en Biélorussie? Depuis 2020, plus de 300 000 personnes ont quitté le pays et je suis l'une d'entre elles. En Biélorussie, personne n'ose parler en public. Le risque de se faire emprisonner et la peur de compromettre des amis nous poursuivent jusque dans l'exil. Je m'appelle Ludmila Pogodina, je suis DJ, autrice et photographe. J'ai quitté la Biélorussie il y a 2 ans avec seulement 2 valises et mon chat. Voici Alex, qui a été arrêté en 2021. Il co-gérait le club dans lequel on organisait des événements. Un jour, il a mixé devant un défilé militaire et cette performance artistique est devenue virale. À cette époque, plusieurs de mes amis avaient été emprisonnés ou interrogés par la police. Et voici l'activiste et DJ Gleb Kowalski, qui vit désormais aussi en exil. Il y avait beaucoup de soirées techno de toutes sortes, mais les personnes queer s'y sentaient plutôt mal à l'aise. Nous avons donc décidé d'organiser des soirées spéciales queer. Je m'appelle Gleb Kowalski, je suis une artiste originaire de Biélorussie qui a été contrainte d'émigrer à 2 reprises. Je vis provisoirement à Berlin depuis 2 ans. On a décidé de sensibiliser nous-mêmes la société, dans une certaine mesure de faire nous-mêmes ce qu'aurait dû faire l'État. On a compris qu'il ne le ferait jamais. Et à un moment donné, on a eu l'impression qu'on ne nous empêcherait pas vraiment de le faire. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais un jour envie de quitter la Biélorussie. Même lorsque notre révolution a commencé à perdre du terrain, je me suis dit que rien ne pourrait me contraindre à partir de mon pays, surtout à un moment si important. Mais plusieurs de mes amis étaient déjà en prison, soit en détention administrative, soit à la suite d'une condamnation pénale. Après les grandes manifestations, la situation en Biélorussie est devenue épouvantable, bien pire qu'avant. C'est un véritable cauchemar quand on pense à ce que les forces de l'ordre font subir aux gens pendant les manifestations et après, en prison. Des choses impensables avant la révolution. Во время протестов, что они делают потом с ними в тюрьмах, это все невозможно было представить себе до этой революции. Difficile de trouver quelqu'un qui a participé aux soirées que nous organisions et qui vit encore en Biélorussie. J'ai pourtant réussi à dénicher une personne. Je vais l'appeler pour lui demander comment est la vie nocturne là-bas et à quoi ressemble la Biélorussie pour quelqu'un qui y vit et qui y travaille toujours.
Bonjour tout le monde. Nous sommes à Minsk, fin novembre 2023. Salut! On enregistre? Oui, c'est parti, on enregistre. Tu enregistres l'intro. Ouais. Alors, c'est pas une critique, c'est juste pour qu'on comprenne bien. Tu peux nous expliquer pourquoi tu tiens à rester anonyme? Le fait de s'exprimer devant un public occidental est considéré comme un acte de collaboration avec l'opposition biélorusse. Et ça peut servir de prétexte à des interrogatoires, des perquisitions, etc. Raconte-nous en quoi la vie nocturne et la tienne ont changé depuis les manifestations. Des fêtes queer comme on en faisait, ça n'existe plus. C'est devenu, disons, plus commercial. Il n'y a plus le côté chaleureux, le sentiment de communauté qu'il y avait avant. Dans un pays comme la Biélorussie, la plupart des clubs sont situés dans d'anciens bâtiments soviétiques, dans des usines ou encore des ateliers. Et le club dans lequel nous nous rendons ce soir ne fait pas exception à la règle. C'est parti, direction le métro. En gros, c'est juste de la musique, c'est ça? Il n'y a plus aucune prise de position politique. Il n'y a aucune allusion politique dans les concerts et les soirées. Et il ne peut pas y en avoir, car ça impliquerait la fermeture du club, la fin de la soirée, des amendes et même des peines de prison. Il y a des DJ qui se produisent clandestinement? Tu es bien placé pour savoir que le pouvoir n'a pas des moyens énormes. Il promulgue des lois extrêmement répressives, mais c'est tempéré par le fait qu'elles ne sont pas toujours appliquées. Il pratique la politique de la terreur. Disons que sur 100 clubs qui fonctionnent actuellement, la moitié sont dans l'illégalité. Ils vont faire une descente dans un club, le plus insignifiant, et sortir le grand jeu, avec les chiens, les brigades spéciales, tous les participants obligés de rester à plat ventre sur le sol. Tout ça pour faire peur aux autres, pour que les gens pensent que personne ne peut leur échapper. Le fait que je continue à faire ce que je sais faire, que je puisse travailler, ça me donne de l'espoir. Tout change très vite ici, et je pense plutôt dans le bon sens. J'aimais beaucoup aller à Kiev et à Berlin. Mais je n'avais jamais pensé qu'un jour je serais obligé de m'y installer. C'est mieux que la prison, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée le jour où j'ai quitté la Biélorussie. Voici Alès Pouchkine, arrêté pas moins de 18 fois. Je crois qu'aucun autre artiste biélorusse n'a défié le dictateur avec autant de franchise et de courage.
L'auteur et journaliste Roman Shell l'a suivi pendant près d'1 an avec sa caméra, jusqu'à sa dernière incarcération. En juillet 2023, Alès Pouchkine est mort en détention. Les autorités l'avaient privé de soins médicaux. Je n'ai pas pu me rendre aux funérailles de Pouchkine en Biélorussie. Comme il était un artiste d'opposition, 2 informateurs étaient présents lors de son enterrement. C'était trop dangereux pour moi. On m'aurait probablement ramené à la frontière en raison de mes nombreux reportages sur les manifestations en Biélorussie. Car depuis septembre 2020, je documentais sur place la réalité des habitants avec ma caméra, la plupart du temps clandestinement. J'ai dû fuir face aux unités spéciales de l'armée. J'ai été filmé par la police et on m'a fait suivre aussi. À plusieurs reprises, j'ai même été contraint de quitter le pays. Quant à Alès Pouchkine, il a toujours été en première ligne. Notre société a énormément changé. Plus personne dans ce pays ne peut vivre comme avant. Pouchkine a fini par être incarcéré dans la tristement célèbre prison d'Okrestina. Le peintre y a été brutalisé, comme des dizaines de milliers d'autres détenus. La première fois que j'ai rencontré Pouchkine, c'était à Minsk, lorsque les manifestations battaient leur plein. Il m'avait convié à une soirée dansante qui rassemblait clandestinement des membres de l'opposition. Bientôt, nous n'aurons plus peur. C'est notre révolution des petits pas. Tout a débuté sur la place de l'Indépendance, près de la statue de Lénine. On a commencé à danser là-bas, mais maintenant ça se passe ailleurs, à huis clos. Car il est désormais interdit de se rassembler sur la place de l'Indépendance. Il y a des barrières, des policiers anti-émeutes. Ces danses sont le reflet d'une culture, de la foi qui nous unit. Nous ne sommes pas comme ceux qui nous dirigent. Mais même lors de cette soirée, un informateur du KGB était présent. Il s'agit de cet homme-là. Longtemps, il a observé les gens danser. Et lorsqu'il s'est rendu compte que je le filmais, il a brusquement pris la fuite. Il est resté un long moment dehors et m'a pris en filature à la fin de la soirée. Heureusement, j'ai réussi à lui échapper, car il s'intéressait davantage aux personnes présentes dans la salle. Ce n'était pas la première fois que j'assistais à une scène pareille. Ici, par exemple, lors d'un concert d'opposition, un informateur était également présent pour écouter les personnes que j'interviewais. Par peur d'être arrêté, j'ai quitté le concert. Car en Biélorussie, les gens avec des caméras sont souvent les premiers à se faire incarcérer. Ce mur a été recouvert de peinture. Avant, il y avait des slogans d'opposition partout. Les services municipaux pratiquent une nouvelle forme artistique, en effaçant tous les messages politiques. J'ai revu Alès Pouchkine à plusieurs reprises. Tantôt, il me montrait comment les graffitis avaient été recouverts de peinture, et tantôt, il me conviait à ses actions. Pendant la Révolution, un grand nombre de graffitis ont été réalisés dans cette cour. Mais énormément d'œuvres ont été effacées depuis. Ça a été aussi le cas de mon travail, et ce, à 3 reprises déjà. Tout ça à cause de la censure. Et à chaque fois, je repeins mes œuvres. La première fois, j'avais utilisé mon propre sang et l'avais étalé à la main sur ce mur. Depuis, j'utilise de la peinture. Dès que les œuvres de cette cour sont effacées, les artistes reviennent pour les repeindre. Les autorités ont voulu les en dissuader en installant une caméra de sécurité dans le passage. Lors de ce tournage, j'avais le cœur qui battait la chamade, car la police aurait pu surgir à chaque instant. Alès Pouchkine, lui, ne semblait pas avoir peur. Je dédie cette œuvre à Roman Bondarenko et à tous les Biélorusses morts pour l'indépendance de notre pays, et pour le drapeau rouge et blanc en l'an 2020 après Jésus-Christ. Alès Pouchkine ignorait la peur et les compromis. Il se laissait ainsi ostensiblement filmer par les caméras du KGB, comme si l'œuvre qu'il venait de réaliser ne se trouvait pas à Minsk, mais dans une grande ville d'Europe occidentale. Et ce courage me fascinait chez lui. Il vivait comme un véritable fantôme. Sa performance artistique la plus célèbre remonte à 1999. À l'époque, il avait déversé une charrette pleine de fumier devant le bureau du dictateur Loukachenko.
Depuis cette action, l'artiste figurait sur la liste noire des autorités et ses œuvres étaient considérées comme indésirables en Biélorussie. Au total, Alès Pouchkine a été arrêté pas moins de 18 fois en raison de ses activités artistiques. Les forces de l'ordre l'ont également empêché d'agir dans son village natal de Bobre, à l'est du pays. On a voulu faire une exposition devant cette maison abandonnée, mais la police nous a chassés. Et là, ils viennent d'envoyer un tracteur pour nous faire partir. Mais quelle performance! Et dans de pareilles circonstances, nous allons propager la raison et la bonté éternelle. Pendant des années, Pouchkine avait essayé en vain d'ouvrir son propre musée dans son village natal. Mais cela lui a toujours été interdit. Il en était tellement affecté qu'il en avait les larmes aux yeux quand il en parlait. Le ressentiment des autorités locales contre l'artiste date de 1997. À cette époque, Pouchkine, ce fervent chrétien, avait peint une énorme fresque dans l'église de Bobre. Cette œuvre représente le jugement dernier. On y voit toute une ribambelle de pêcheurs, des goinfres, des prostituées, mais aussi des dirigeants politiques qui ont réduit leur propre pays en esclavage. Loukachenko figurait bien sûr parmi ces pêcheurs. Peu de temps après sa réalisation, la fresque a été repeinte et l'église incendiée. La police n'a jamais élucidé cet acte criminel. Je suis allé plusieurs fois à Bobre pour rendre visite à Pouchkine. Mais même dans son village, il était surveillé par le KGB. Un jour, il y avait aussi subi un interrogatoire. Souvent, 2 cyclistes se relayaient dans sa rue pour tout savoir des faits et gestes de Pouchkine et connaître l'identité de celles et ceux qui venaient le voir. Cette situation me rendait bien sûr très anxieux. J'avais peur du KGB. Mais un jour, il m'a dit « Hé, détends-toi, ils savent qui tu es depuis longtemps. Viens plutôt boire un coup à la maison. » Alès Pouchkine connaissait ce village de 900 âmes comme personne. Il y était né, y avait grandi et y vivait avec sa famille dans des conditions modestes. C'est justement parce que je vis ici que je suis optimiste et en bonne santé. Si j'habitais dans un lieu de bohème, j'attraperais sans doute le sida et j'en mourrais. Le drapeau rouge et blanc qui flottait sur son toit était l'une de ses plus grandes fiertés. C'est absolument inédit dans le pays. Il existe une maison aux 4 rue Gornaïa, dans le village de Bobre, à 125 km de Minsk, sur laquelle le drapeau biélorusse est hissé depuis maintenant 23 ans. Quelle beauté! Le drapeau blanc-rouge-blanc était aussi omniprésent dans son atelier. Par exemple, sur ce tableau, intitulé « Les yeux d'un héros », représentant les yeux de Pouchkine lui-même, recouvert des couleurs de la contestation. Ce drapeau, celui du premier État indépendant biélorusse, proclamé en 1918, a toujours été au centre de son art. Pour de nombreux Biélorusses, il symbolise la liberté et l'indépendance, surtout vis-à-vis de la Russie. Comme l'Ukraine, la Biélorussie court selon Pouchkine un grand danger. Ses yeux en disent long sur la Biélorussie contemporaine. Ils dégagent tant de douleur, de souffrance et d'inquiétude pour notre pays. J'espère que j'ai réussi à bien exprimer tout ça. L'œuvre majeure d'Alès Pouchkine, intitulée « Du passé », traite également de l'indépendance de la Biélorussie. L'artiste a peint ce tableau avec son propre sang, pour symboliser la répression sanglante des Soviétiques contre les fondateurs du premier État biélorusse. Et c'est précisément cette œuvre que le peintre a voulu reproduire à Minsk. Alès Pouchkine a, pour ainsi dire, transmis son ADN au monde entier. Il était prêt à se sacrifier pour la liberté. Le régime fête actuellement une victoire. Pourtant, celle-ci paraît prématurée. Les manifestations de grande ampleur ont été dispersées. Désormais, il retire les drapeaux un peu partout dans le pays. Les gens sont même punis avec des amendes. Je m'attendais à ça et je me prépare. Au printemps, les pierres seront incandescentes. À Bobre, lors de chaque réveillon de Noël, Alès Pouchkine était le seul dans toute la région à tenter de faire revivre une ancienne tradition biélorusse. Il s'agit d'un petit défilé,
où une personne grimée en chèvre représente l'année qui vient de s'écouler. Une autre déguisée en ours est censée apporter le bonheur à quiconque danse avec elle. Quant à l'étoile de Noël du peintre, elle était bien sûr ornée du drapeau de l'opposition. Une fois par an, la fête de Noël m'offre l'opportunité de pouvoir rentrer chez les gens. Ça me permet de voir la vraie vie des Biélorusses, qui est bien loin des histoires de la propagande d'État. Ici, les gens sont pauvres, déprimés, et ne s'attendent pas du tout à un miracle de Noël. Quelques semaines plus tard, Ales Pouchkine m'a envoyé cette vidéo. Après plus de 24 ans, les autorités ont retiré le drapeau qui ornait sa maison de Bobr. Il m'a aussi transmis ce document tourné à Minsk. C'est ici que se trouvaient nos graffitis. Aujourd'hui, on est le 20 janvier 2021 et tout a été repeint. Pouchkine m'a ensuite convié à l'une de ses expositions à Rodna, une ville proche de la frontière polonaise. Mais cet événement lui aura été fatal. Je vous souhaite la bienvenue. L'exposition aura vraiment lieu? Jusqu'à présent, personne ne m'a encore arrêté. Je suis toujours en liberté. On vit une époque dangereuse. Pouchkine a été en mesure d'exposer ses tableaux dans l'une des dernières galeries privées du pays. Mais c'est à cause de cette œuvre controversée, représentant un militant anticommuniste, que les autorités se sont alertées. Selon elle, le tableau serait une prétendue justification du nationalisme. Nous avons appris la colère des autorités alors que nous étions tous les deux à Kiev. Nous étions partis en Ukraine dans 2 avions différents pour que personne ne puisse faire le lien entre nous. À l'époque, j'avais l'intention de réaliser un film sur Ales Pouchkine. Nous étions à Kiev pour participer à la plus grande exposition d'art contestataire biélorusse jamais organisée à l'étranger. Une quarantaine d'artistes y exposaient leurs œuvres. Et Pouchkine y a repris sa performance de la charrette remplie de fumier pour le dictateur Loukachenko. La justice risque de considérer cette œuvre comme extrémiste ou encore comme une insulte au président ou à l'État biélorusse. Il est possible qu'ils me condamnent à 12 ans de prison ou peut-être aux travaux forcés en Sibérie. Ils peuvent même m'envoyer dans les mines à Norilsk. Car où est la place de Pouchkine? Dans les mines profondes de Sibérie. Ces images sont les dernières que j'ai tournées avec lui. À Kiev, nous avons appris que la justice biélorusse était en train de s'intéresser à son exposition de Rodna. Pour moi, c'était l'alerte rouge. J'ai supplié Pouchkine de ne pas retourner en Biélorussie. En vain. Pouchkine a été arrêté quelques jours après son arrivée. Son procès s'est bien sûr déroulé à huis clos. Mais même dans de telles circonstances, l'artiste a voulu faire une performance de son jugement, couché sur le sol, dans sa cellule. Pouchkine a été condamné à 5 ans de prison pour un tableau et une charrette de fumier. Voici les dernières œuvres qu'il a réalisées durant son incarcération. Ales Pouchkine est tombé gravement malade et il est mort derrière les barreaux par manque de soins médicaux. Son décès a été un choc pour tout le pays et pour des centaines de milliers de réfugiés politiques biélorusses disséminés dans toute l'Europe. Quant à moi, je n'arrivais pas à y croire. À Varsovie, on a peint ce mur à sa mémoire. Pour l'heure, impossible d'imaginer un musée dédié à son art en Biélorussie, car la dictature y règne toujours d'une main de fer.
Pour se faire arrêter en Biélorussie, il suffit d'un mot de travers dans un groupe de discussion ou de faire un don à une ONG. Et à l'heure de la reconnaissance faciale, le fait de participer à une manifestation peut vous conduire en prison des années plus tard. Dans cette émission, nous avons flouté plusieurs intervenants pour des raisons de sécurité. Actuellement, plus de 1400 prisonniers politiques sont incarcérés dans des prisons biélorusses. Voici Kasia Butchko. Cette étudiante a elle aussi été arrêtée de manière inattendue. Avant d'être emprisonnée, je menais la vie ordinaire d'une jeune fille de 19 ans, qui va à la fac, sort avec ses amis, se déplace à vélo. Une jeune fille qui se cherche et qui essaie de comprendre où elle se situe dans le monde actuel. J'avais envie de comprendre la manière dont notre société est organisée. Et ce qui s'est passé, c'est que mes activités sociales ont finalement débouché sur mon arrestation. Quand ils sont venus me chercher chez moi, je n'imaginais pas que j'allais passer les 2 prochaines années en prison. Au début, quand j'étais en centre de détention provisoire, c'était facile de trouver le temps de faire des choses. Car on n'a pratiquement que du temps libre et on peut faire ce qu'on veut. On organise soi-même son emploi du temps. Je passais mes journées à écrire des lettres, à dessiner et à lire. Mais après, une fois qu'on est condamné et qu'on se retrouve en colonie pénitentiaire, ça devient beaucoup plus compliqué. On doit travailler, on a des obligations. Il faut faire le ménage, la cuisine, etc. Ma motivation principale était mon épanouissement personnel. Parce qu'en colonie pénitentiaire, les restrictions sont partout. On ne peut pas choisir la façon de s'habiller, les bijoux sont interdits. On ne peut pas être soi-même, parce qu'une grande partie de ce qu'on est interdite. Et donc, la seule façon de s'exprimer, c'est sur le papier. La deuxième raison, c'était le désir de réconforter mes proches. J'essayais de leur faire des petits dessins joyeux, me montrant en train de me faire à manger tranquillement pour leur dire que je ne mourrais pas de faim, ou en train de regarder un film à la télé, ou de lire un bon bouquin. Est-ce qu'il y avait des messages cachés dans mes dessins? Oui, je crois. Mes croquis reflètent surtout mes émotions. Par exemple, je ne pouvais pas toujours écrire dans une lettre que telle personne avait été dure avec moi ou que j'avais eu un problème. Mais je pouvais l'exprimer dans mes dessins. Deux jours après ma sortie de prison, j'ai quitté la Biélorussie. Quand on a été prisonnier politique, il est dangereux de rester dans ce pays. Et on a de grandes chances de retourner en prison. Je suis actuellement en République tchèque. J'apprends la langue du pays et j'ai l'intention d'entamer un cursus universitaire de design graphique. Tous les dessins que j'ai faits en prison constituent pour moi une sorte de trésor.
auquel je tiens beaucoup. C'est ce que j'ai de plus cher de cette époque-là. Et même s'ils peuvent paraître un peu déprimants et effrayants, j'y trouve quand même une sorte de chaleur intérieure. Il me rappelle que même dans les pires conditions, j'ai réussi à survivre et à ne pas me perdre. Себя не потерять. Вот.